Dank, Mama. Und jetzt verschwind aus meinem Haus und komm nie wieder. Ich brauch dich nicht mehr. Renat Stim klang kalt wistal. Ich had Gerard dai Papier unterschrieben. Die Tint war noch frisch auf der Rückhand, almenegen tochte mir dies Wort jenes Gesicht schludert. Men an zitterten, ich das Dokument, das alle, was ich in Siebzig Jahren aufgebaut, offiziell en menen sich tochte übertrug. Der Notar rospert sich ambaglich. Packt Stig sen Stempel und Papier zusammen, wolle vor dem fliehen, was Gerard mit angesehen hat. Ich stand noch immer da, mit trocknem Mund und einem Herz, das so heftig schlug, dass ich befürchtet, würde mir aus der Brust springen. Renata sah mich nicht einmal mehr an. Sie ging durch das Wohnzimmer, musterte GDEC, als sei sie zum ersten Mal hier, war ich entfremd, da ihr Territorium überfallen hat. Das Hausrock wie im nach frisch gebrühtem Kaffee und nach den Blumen, da ich jeden Frühling im Garten gepflanzt hat. Dies Wand retten Renat auf Waxen sehen, set sie ein klein Mädchen mit goldenen Locken noir, das barfuß durch die Gange rannt. Und dieselben Wand sahen sie mich in meinem kalten, blutgefrierenden Lächeln aus meinem Genansios vertreben. Ich ging zu dem kleinen Tisch, auf dem das Foto ihr Vater stand. Rolf war gestorben, als sie 15 war. Ich had Jarland Doppelschichten in der Textilfabrik geschoben, da mir ihr nicht fällt, da mi sie studieren konnt, da mi sie das Leben hat, das mir verwehrt geblieben war. Mein Finger strichen über den Stobigen Rahmen. Rolf hat mich verteidigt. Rolf hat unsere Tochter grands ans aufgesehen. Renata dreht sich zu mir die Arme verschränkt. Ihr grünen Augen, die sie von ihrem Vater gerbt hat, trafen mich mit einer Überraschung, die mich wie ein Schlag durchzog. Sie war 38 Jahre alt und hat mir Gerard gesagt, das soll die Liebe, die ich ihr über Jahrzehnte gegeben hat, sonst gewesen war. Die Küche, in der ich tausendmal Zetan für sie überreten hat, gehörte in ihr. Der Garten, in dem ich ihr das Tomatenflansen beschbragt hat, gehört ihr. Das Zimmer, in dem ich sie mit 7 Jahren gepflegt hat, als sie Windpocken hat, gehört jetzt ihr. Alle gehört ihr, und ich war ein Drangling. Ich nahm mein Tasch vom Sofa. Diesen alten, abgewetzten Sofa, den ich vor 20 Jahren mit meinen Ersparnissen gekauft hat, hat Renata ihren ersten Freund nach ausgebracht. Ich erinnerte mich, wie wir dort gesessen hätten, sie und ich, über das Leben, die Liebe und ihr Traum sprechen. Jetzt war dasselbe Sofa sich meine erniedrigen geworden. Langsam ging ich zur Tür. Jeder Schritt halt auf dem Holzboden wieder, den Rolf und ich mir unseren Egen und enverlehrten. Renata folgt mir nicht, sich verabschieden. Sie folgt mir, sich erzeugen, dass ich wirklich ging. Alors ich ein Stren an der Hand. Der Gerard hinausgeworfen wird, legt ich die Hand auf den Griff der Haustür. Dieselbe Tür, durch die ich tausendmal gekommen war beladen mit Einkaufstaschen, Medikamenten, wenn Renata krank war, Geburtstagsgeschenken, die ich aus dem wenigen Geld gekauft, das nach ihren Bedürfnissen übrig blieb. Ich drehte mich ein letztes Mal Renata stand in Küchengang, die Arme verschränkt, und wartet darauf, dass ich aus ihrem Blickfeld verschwand. Kein Spür von Ruhe auf ihrem Gesicht, kein Schatten des kleinen Mädchen, das mir jeden Abend vor dem Schlafengehen sagt, dass mich liebt. Ich trat auf die Straße, und hinter mir hörte ich, wie die Tür jenes Schloss fiel. Das Geräusch der Riegel war wie ein Grabstein, der auf ein Grab fiel mein Grab. Das Grab von 70 Jahren Opfer, von schlaflosen Nächten, von Malzetan, die ich selbst nicht probiert, die mich sie besser essen konnte. Die Nachmittagssonne traf mein Gesicht, aber mir war kalt. Ein Kalt, die von Innenkamund bis auf die Knochen drang. Ich ging den Bürgersteig entlang, durch das Viertel, in dem ich mein ganz erwachsenen Leben verbracht hat, und fühlte mich wie ein Gest. Die Nachbarn grüßten mich aus ihren Garten, annonçant, dass ich nicht mehr in diesem Ort gehört, dass meine Tochter mich wie ein Crow entwurzelt hat. Frau Schmidt sah mich aus ihrem Fenster und winkte mir zu, damit ich näher kam. Sie wusste nicht, was Gerard geschehen war. Sie wusste nicht, dass die Frau, die Straße entlang ging, kein Haus mehr hat,
das die fro, die siset dressig jaren kant, Gerard von ihrem Egen blu auf die Straße gesetzt würde. Ich ging weiter, und fest ziel. Men fustrujan mich u dem Park, in den ich Renata al klein Madchen oft mitgenommen hat. Die Schocken standen noch da, vom alter veroste, aber sie waren da. Ich setzte mich auf die Bank, auf der ich so wie ein Nachmittag mentochte mi andern spielen sah, auf der ich sie tröstet, als sie anfiel und sich die Knie aufschürft, auf der ich ihr versprach, me für sie das Usin. Der Wind bewegte die Blätter der Baum und sollte ein Flüstern, das mich schodern ließ, alobe die Pflanzen mir geheimnis flüsterten, die ich nicht hören wollte. Sie schienen mir visageant, dass ich dem gewesen war, meine Egen entochte übertroen, ihre lesugeben, und noch nieren enfin ken für mich selbst überhalten. En ginge mute schob ihr Baby auf die Schockel, die Renata frühe benutzt hat. Die Senschnitt mir jenes Herz. Ich müsste wegschauen. Dies mute ant nicht, dass dies unschuldig Baby entage einem Monster werden könnte, das sie mi Verachtung ansieht und aus ihrem Leben wirft, alors simul. Die Dankelet legt sich über den Park. Die Lichte schalteten sich automatisch ein, und ich saß immer noch da, ohne Wissen, wo ich gehen sollte. Ersten Mal in 70 Jahren hatte ich keinen ORT, den ich nennen konnte. Kein Bett wartet auf mich. Kein Küche, in der ich mein Abendessen zubereiten konnte. Die Kälte der Nacht durchdrungen knochen. Mein Ben konnten die Last nicht lange tragen. Ich stand langsam auf und spürt, wie jedes meine 70 Jahre schwersten auf meinen Schultern lastet. Ich musste einen Platz für die Nacht finden, doch mein Kopf war leer, von Schmerz und Verzweiflung gefüllt. Ich ging zum Busbahnhof. Der einzige ORT, der die ganze Nacht offen blieb. Obdachlos suchten durch Schutz, wenn sie nirgendwo anders hingehen konnten. Jetzt hörte ich wie noch ein Obdachlos, verstoßen von der Person, die ich am meisten geliebt hat. Warum ich ging, überfielen mich die Erinnerungen dans l'eau. Renata war 5, als sie mich mitten in der Nacht geweckt hat, je plaf von einem Albtraum. Ich hatte sie in meinen Arm genommen und in mein Bett getragen. Sie schlief die ganze Nacht an mich gekuschelt, ihr kleines Gesicht an meine Brust, ihr winzigen Finger krallten sich an meinem Nachthemd fest. Mama, versprichst du, dass du mich nie allein lässt? Flüsterte sie damals mit Tränenflößen Rogen. Ich strechelte ihre Haare und versprach, mir das Usin, sie beschützen, sie mehr zu lieben als alle anderen auf der Welt. Was für eine große Ironie. Jetzt war sie die mich allein gelassen hat. Am Bahnhof angekommen, setzte ich mich auf der kalten Metallbank. Der ORT stank nach Urin und menschlichem Elan. Zwei Männer schliefen auf dem Boden, eingewickelt in Karton und schmutzig Lampen. Ein Ginge froh mit einem Baby auf dem Arm bettelt die wenigen Passagiere, die auf den letzten Bus der Nacht warteten. Ich klammerte mich an meine Tasche, als sie ein Ring, der mich vor dem endgültigen Ertrinken bewahrt. Daran hatte ich meinen Ausweis, ein paar zerknitterte Geldscheine und ein altes Foto von Renata bei ihrem Universitätsabschluss. Früher hat mich dieses Foto mit Stolz erfüllt. Jetzt brannte mir wie Feuer in den Händen. Der Sicherheitsbeamte näherte sich misstrauisch ein junger Mann in schlecht gebügelter Uniform, mit einem mürrischen Blick. Gnädig froh, da sie kein Gasthof. Wenn sie keinen Bus nehmen wollen, können sie hier nicht bleiben. Mi gebrochene Stimme erklärte ich mein Lage, ich hatte kein Haus, mein Tochter hat mich hinausgeworfen. Hörte mir genervt zu, à la Teuer diese Geschichte schon tausendmal gehört. Oma, ich mag die Regeln nicht. Ein paar Block von hier bei ein Obdachlosenem. J'ai ainsi dortin, wenn sie ein Dash über dem Kopf brochen. Obdachlo. Das Wort traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich, die ihr Leben lang gearbeitet hat, die ein Tochter großes Augen hat, war jetzt ein Bettlerin und Obdach, eine Familie. Ich schleppte mich aus dem Bahnhof. Die Straßen waren menschenleer und schlecht beleuchtet. Jeder Attention eine Bedrohung. Jedes Geräusch ließ mich zusammenzucken. In meinem Alter allein Nacht durch die Stadt zu gehen war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Nach 20 Minuten Fußweg von ich das Obdachlosenem. Ein altes, verfallen Gebäude, die Metalltür rostig und klapprig. Ein Schlange von Menschen wartet darauf, hineinzukommen,
schmutzig mané nach Alkohol stinken, abgemagert frohen, dai mich selbst sprachen, barfusig Kinder, dai sich an dai requirer muté klamerten. Ich stellte mich an der Schlange und fühlte mich fehl am Platz. Ich hörte hier nicht an. Ich hatte hinaus, ein Leben enttäuschte, dai mich angeblich liebt. Die Realität war groß und gnadenlos. Die Frau war mir dreht sich und lächelt. Ihr Gesicht gekne von Jaren de Ledens, nur wenig anblieben. Das erste Mal hier, oder? Sagte sie. Man sieht ihn an. Sie haben noch diesen überraschten Ausdruck. Am Enfant tu es we, aber dann wird das Erzarwistein. Das jeste dein sich überleben, wenn die Kinder en verraten. Ihr Wort trafen mich tief. Ich sah in ihren Augen denselben Schmerz, den ich fühlt, den Schmerz en muté, verlassen von ihrem eigenen Kind, den Schmerz, alle für nicht gegeben haben. Die Schlange bewegt sich langsam vorwärts. Ali an der Reihe war, bei mich en molig non mendatant. Sie schrieb men en amen in ein abgenut Notizbuch, Johanna Müller, 70 Jahre, unfesten Wohnsitz. Unfesten Wohnsitz. 3 Wort, die mein Leben an einem einzigen Nachmittag zusammenfassten. Man wie mir en Matratz im frohen Schlafsaal zu. Ein große, schlecht belüftete Raum mit Dutzenden provisorische Beton. En ich froh schliefen Bore, an der flüsterten oder lointain Stil. Der Geruch von Menschlichkeit und Hoffnungslosigkeit war erdrückend. Ich legte mich auf mein Matratz, noch Augen, die Tasche an die Brust gedrückt. Die Decke hat Feuchtflecken, die uniformierte Gesichter aussahen, die mich anstarrten. Die ablatternden Wand flüsterten Geschichten von Schmerz und Verlassenheit. Ich schloss die Augen, doch der Schlaf wollte nicht kommen. Meine Gedanken kreisten unaufhörlich Renata, die sich in ihrem Neheim geborgen fühlt. Meine Geniose. Ich stellte mir vor, wie sie ihren Triumph genossen hat, nachdem sie mich aus meinem Leben verbannt hat. All die Jahre, in denen ich geglaut hat, Mütterliebe sei unerschütterlich, schienen vergede. Immer wieder tropft ein Wassertropfen von der Decke auf mein Stirn. Plop, plop. Das Geräusch mischt sich mit der schwerensten Idee und wurde fast hypnotisch. Neben mir rüstet ein froh unablässig, ihr Rüsten erinnert mich an mein Mütte in ihren letzten Tagen. Auf der anderen Seite schluckste je m'enlaise, al wollte niemanden mit seinem Schmerz stören. Ich richtete mich auf der Matratze auf und starrte durch das schmutzige Fenster auf die Straße. Die Laternen warfen Lampenschatten, die sich wie Geste bewegten. Ich dachte an mein eigen Bett, an die frisch gewaschenen Laken, die nachweiskulär dufteten. An mein Kissen, das sich über Jahre perfekt an meinen Kopf angepasst hat. All das war jetzt Renata Besitz. Ein Rostim riss mich aus meinen Gedanken. War die zahnlos froh aus der Schlange. Vous ne dormez pas, hein? Le premier jour est le plus dur. Après, on apprend à éteindre ses sentiments, comme une lumière. Ich setzte mich auf den Raum Matratz. Ich müsste mich jemandem sprechen, sonst würde ich den Verstand verlieren. Meine Enttäuschte hat mich aus meinem ausgeworfen, kurz nachdem ich die Jürgen intersegnet hat. Damit hat ich nicht gerechnet. Die Frau lachte bitter, ein Knurren allein lachen. Natürlich hätten sie nicht erwartet. Man ist nie auf den Vera vorbereitet. Vor allem nicht, wenn von den eigenen Kindern kommt. Ich hatte euch nicht gegint, al mein Sohn mich in ein Flöchem bragt und mein Hand behält. Ihr Wort ließen mein blühenden Adern gefrieren. Ich habe froh wie mich, Mütte, die von den Kindern verraten worden waren, die sie mir lieb und auf Opfern erzogen retten. Depuis combien de temps êtes-vous ici, fragte-ich. 3 ans, antwortait sie. Mon fils vient parfois pour faire semblant d'être gentil, mais il ne me sort jamais de cet enfer. Il m'apporte du chocolat bon marché et me dit qu'il m'aime, mais ses actes montrent le contraire. Ich schwieg und ließ die schwer ihrer Wort auf mich wirken. 3 Jahre in Elan und Isolation wegen en undankbaren Sohn. 3 Jahre auf schmutzigen Matratzen, den Magen mir resten fühlen. 3 Jahre insichtbar für die Welt. Die Morgen d'Amrin croche langsam en wie flüssige Pêche. All das Frühstück servir wird, stellt ich mich schweigen in der Schlange. Ein hartes Stück Brot, ein Glas dünne Kaffee und ein Überreif Früchte würden verteilt. Ich kot langsam, onage überspürend. Der Schmerz fühlt jede Eck mein Magen.
Aldai son dai strassen langsam warmt. Verlies ich das Heim. Ich hat ken anin, oan ich gean solt, ken Richtung, ken Ziel. Ersten mal in menem Leben at ich kenner Routine. Ken frustuk subretant, ken bet machen, ken pflanzen jessen. Nicht gehört mir. Dielo schlandert ich durch das Stadtzentrum. Die Stad erwagt langsam. Ladan Besitzer öffneten ihr Geschäft. Sekretarinnen elten ihren Büro. Studenten ranten, nicht spat Unterricht kommen. Jeder Chien en ort haben, en Zweck. Allo sie mir. Ich blieb vor der Kirche stehen, in der ich Renata getauft hat. Die Glocken kündigten daimes sieben Uhren. Ich erinnerte mich an die Jahr, in denen ich Renata jeden Sonntag mi in die Kirche genommen hat. Wie ich ihr das Beton beschbragt hat und Gott ba, sie beschützen. Ironischerweise war ich nun diejenige, die Schutz benötigt. Ich trat ein, auf der sich nach einem Moment der Rue. Der Raum war fast leer. Nur ein paar altere Frauen beteten den Rosenkranz, und ein Mann kniete vor dem Altar. Ich setzte mich auf die hinterste Bank und ließ meinen Blick auf das Kruzifix über dem Altar ruhen. Was hat ich falsch gemacht? Wann war mein Liebsühne Last für Renata geworden? Tag und Nacht hat ich arbeite, mir alles ugeben, was sie braucht. Mensch non traumatisch Opfer, damit ihr verwirklichen könnt. Nach Rolf dat ich mein Leben nicht ne begonnen, wie ich glaubt, Renata zu brauchen. Pater Stefan, der mich seit Jahren kennt, kam auf mein Bank zu. Ein altere Mann mit gütigem Gesicht und sanften Händen, die Vielgesehen retten. Johanna, was für eine Überraschung, sie so früh zu sehen. Wie gehe Renata? Die Frage schnitt in mich wie ein Messer. Ich konnte nicht die Wahrheit sagen. Ich konnte nicht gestehen, dass man tochte mich wie einen Kranken aus dem Orphanat. Geht ihr gut, Pater? Sehr beschäftigt mit der Arbeit, sagte ich und zwang ein Lächeln. Der Priester nickte zufrieden. Das freut mich zu hören. Ich habe mir geglaubt, dass dies Mädchen groß erreichen würde. Sie haben sie sehr gut erzogen, Johanna. Sie müssen stolz sein. Stolz. Ein Wort, das sich fremd anfühlt. Mein Leben lang war ich stolz auf Renata gewesen auf ihr Noten, ihren Abschluss, ihre Arbeit, ihre Unabhängigkeit. Jetzt fühlte ich nur Schmerz und Vera. Ja, Pater, sehr stolz, logisch, weil ich nicht die Kraft hat, die Wahrheit zu erklären. Pater Stefan segnet mich und ging weiter, an der Globige betreuen. Ich blieb zurück, fühlte mich wie ein Staplerin, die kein Recht hat, in Gottes Süßen, nachdem sie allmüte so versa hat. Die Messe endet, und ich trat in die Sonne. Die Hitze legt sich auf meine Schultern. Mein Kleidungsstück, wie ich sie die ganze Nacht getragen hat. Mein Haar waren fettig und zerzaust. Mein Gesicht spiegelte Müdigkeit und Traurigkeit wider. Ich ging an einem Schaufensterspiegel vorbei und erkannte mich comme wieder. Die Frau, die mich anstarrt, sah aus wie ein Bettlerin. Die Augen geschwollen vom Weinen, die Wangen entfallen vom Schmerz. Ein Ausdruck der Niederlage, der mir angeste macht. Das war alle, was von Johanna Müller übrig geblieben war. C'était tout ce qui restait de la femme qui avait passé sa vie à se battre pour avancer. C'était tout ce qui restait de la mère qui avait donné chaque parcelle d'elle-même pour sa fille. Je marchais dans les rues comme une somnambule. Mes pieds me faisaient mal dans des chaussures incapables de supporter une telle distance. Chaque pas était une torture, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Rester immobile aurait signifié réfléchir, et réfléchir me faisait plus mal que marcher. Je m'arrêtais devant un café où j'avais autrefois pris le petit déjeuner avec Renata, quand elle était adolescente. Les samedis matins, après les courses au marché, nous nous installions à la table près de la fenêtre et commandions du pain grillé avec de la confiture. Elle me parlait de ses amis à l'école, des garçons qu'elle aimait, de ses projets pour l'avenir. À travers la vitre, je vis une jeune mère déjeuner avec sa petite fille. La fillette avait du chocolat sur le visage et riait, tandis que sa mère lui essuyait les joues avec une serviette. Cette scène me brisa le cœur. Cette mère ignorait que cette adorable petite pourrait un jour devenir son pire ennemi. Une voix familière me fit tourner la tête. C'était Lara, ma petite fille de 18 ans. La fille de Renata s'approcha, le visage mêlant surprise et inquiétude.
Oma Johanna, que fais-tu si tôt ici? Tu as l'air épuisée. Lara avait toujours été différente de sa mère. Elle avait hérité du noble cœur de son grand-père Rolf et d'une sensibilité que Renata avait perdue au fil des années. La voir m'offrit un rayon d'espoir au milieu de toute cette obscurité. Bonjour ma chérie, rien de grave, je me promenais simplement, répondis-je. Lara me regarda avec ses yeux intelligents qui ne se laissaient pas facilement tromper. Elle me prit doucement par le bras. Oma, tes vêtements sont froissés et tu sens mauvais. Où as-tu dormi cette nuit? Je ne pouvais pas lui mentir. Lara était la seule personne au monde à m'aimer encore vraiment. Je lui racontai tout. Comment sa mère m'avait chassée de la maison après que j'eusse signé l'acte. Comment j'avais passé la nuit dans un foyer pour sans-abri. Comment je me sentais comme morte à la vie. Lara me serra fort dans ses bras pendant que je pleurais sur son épaule. Son étreinte sentait le parfum de la jeunesse et de l'espoir. C'était la première tendresse que je recevais depuis mon départ de la maison. Oma, ça ne peut pas être vrai. Maman ne peut pas te faire ça. Il doit y avoir une erreur, dit-elle. Je lui expliquai qu'il n'y avait pas d'erreur. Les paroles de sa mère avaient été limpides. Elle m'avait jeté dehors comme un déchet. Les yeux de Lara brillaient de larmes lorsqu'elle se détacha de moi. Viens, Oma. Je vais parler à maman. Ça ne restera pas ainsi. Nous nous dirigeâmes vers ce qui avait été ma maison. Lara me soutenait par le bras et sa présence me donnait de la force. Pour la première fois depuis la nuit précédente, je ne me sentais pas totalement seule au monde. Arrivée devant la porte, Lara frappa avec vigueur. Renata ouvrit, visiblement irritée, mais son expression changea lorsqu'elle aperçut sa fille. Lara, que fais-tu si tôt? Tu devrais être à l'université, maman, il faut que je te parle. Comment as-tu pu chasser Oma de sa propre maison? Renata me lança un regard glacial. Cette femme ne vit plus ici. C'est maintenant ma maison et c'est moi qui décide qui entre et qui sort. Lara entra dans la maison, suivie de sa mère. Je restai dehors, me sentant comme une étrangère devant mon propre foyer. Je pouvais entendre leurs voix animées à travers les fenêtres ouvertes. Maman, c'est ta mère. Tu ne peux pas la traiter ainsi, cette femme m'a manipulée toute ma vie. Elle m'a poussé à signer ces papiers pour que je garde la maison. Ta maison était celle d'Oma. Elle te l'a donnée parce qu'elle t'aimait. L'amour ne paie pas les factures, Lara. Cette femme est un parasite qui se nourrit de la culpabilité des autres. Les paroles de Renata me frappèrent comme des coups de marteau. Parasite, manipulatrice. C'est ainsi qu'elle voyait sa propre mère. C'est ainsi qu'elle justifiait sa cruauté. Lara sortit de la maison, le visage rouge de colère. Les larmes brillaient dans ses yeux et ses mains tremblaient. Oma, maman est malade. Elle ne peut pas réfléchir clairement. Elle dit que tu lui as causé trop de problèmes et qu'elle n'en peut plus. Des problèmes? Quels problèmes avais-je causé à Renata? Travailler comme un bœuf pour subvenir à ses besoins. La soigner quand elle était malade. Lui apporter mon aide dans tous ses projets. Abandonner mon propre bonheur pour qu'elle soit heureuse. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Ta mère a le droit de vivre sa vie comme elle l'entend. Lara me prit les mains avec désespoir. Oma, tu ne peux pas vivre dans la rue. Viens vivre chez moi. J'ai un petit appartement près de l'université. La générosité de Lara me fit verser des larmes, mais je ne pouvais pas être un fardeau pour ma petite fille. Je ne pouvais pas gâcher sa vie comme j'avais apparemment détruit celle de sa mère. Non, mon trésor, tu dois étudier et construire ta vie. Tu ne peux pas t'occuper d'une vieille femme comme moi, tu n'es pas un fardeau, Oma. Tu es ma famille, la seule vraie famille que j'ai. Ces mots me donnèrent une force dont j'ignorais l'existence. Lara m'aimait vraiment. Lara ne me voyait pas comme un obstacle ou une manipulatrice. Elle me voyait telle que j'étais vraiment. Sa grand-mère qui l'avait soignée et aimée depuis sa naissance. J'acceptai son offre, car je n'avais pas d'autre choix. Nous montâmes dans sa voiture, un modèle ancien mais propre, qu'elle avait acheté avec ses économies issues de ses petits boulots du week-end. En nous éloignant de mon ancienne maison, je jetai un dernier regard dans le rétroviseur. Renata se tenait à la fenêtre du salon et nous regardait partir. Son visage ne montrait ni tristesse ni remords, seulement de la satisfaction. La satisfaction d'être débarrassée du problème que représentait sa mère. L'appartement de Lara était petit, mais chaleureux. Il comportait un salon, une kitchenette minuscule, une salle de bain et une chambre. Tout était ordonné et propre, avec des touches jaunes qui donnaient vie au lieu. Oma, tu peux dormir dans mon lit et moi je dormirai sur le canapé. Non, mon trésor, je dormirai sur le canapé.
Je ne vais pas te chasser de ton propre lit. Lara insista, mais je restai ferme. J'avais déjà causé assez de problèmes. Je ne volerai pas le lit à ma petite fille. Je m'installai sur le canapé et observai la pièce autour de moi. Les murs étaient couverts de photos de Lara à différentes étapes de sa vie. Sur beaucoup d'entre elles, j'y étais aussi. Lara bébé, blottie dans mes bras. Lara enfant, courant dans mon jardin. Lara adolescente, soufflant les bougies de son anniversaire pendant que je la serrais contre moi. Sur aucune photo, Renata n'apparaissait avec moi. Maintenant, je comprenais pourquoi. Lara préparait du café dans sa petite cuisine pendant que je restais sur le canapé, essayant encore de digérer tout ce qui s'était passé. L'odeur du café fraîchement préparé me ramena au matin dans ma propre maison, quand je faisais le petit déjeuner et attendais que Renata sorte de sa chambre. Ces matins semblaient appartenir à une autre vie. Ma petite fille s'assit à côté de moi avec 2 tasses fumantes. Ses mains jeunes tremblaient légèrement lorsqu'elle me tendit la mienne. « Oma, raconte-moi la vérité. Que s'est-il vraiment passé avec maman ? Ça n'a pas pu surgir de nulle part. » Je pris une gorgée du café amer et fermai les yeux. Les souvenirs déferlèrent comme une cascade douloureuse. Pendant des années, j'avais gardé le silence sur le comportement de Renata, essayant de protéger l'image qu'elle avait pour Lara de sa mère. Ta mère a changé après avoir épousé ton papa. Quand il l'a quittée et que tu avais 5 ans, elle est devenue plus froide envers moi, comme si j'étais responsable de tous ses échecs. Lara écoutait en silence, avec la maturité qu'elle avait malgré son jeune âge. Elle me parla de tout ce qui la dérangeait dans mes gestes. Je cuisinais mal, je ne nettoyais pas bien, je la faisais passer pour ridicule devant ses amis. Quand Renata était en public, elle se comportait différemment, mais en privé, elle me traitait comme une employée. Les mots jaillirent de ma bouche comme un poison que j'avais trop longtemps gardé. Lara prit ma main et me donna la force de continuer. L'année dernière, elle m'a demandé de mettre la maison à son nom à cause de ses problèmes financiers. Elle m'a dit que ce n'était qu'un papier, que je continuerais à y vivre jusqu'à ma mort, et qu'elle avait seulement besoin de garanties pour obtenir un prêt. Mais c'était un mensonge, n'est-ce pas, Oma ? Oui, mon trésor, c'était un mensonge. Elle l'avait planifié depuis longtemps. Elle attendait le moment parfait pour me chasser. Lara se leva et alla et venait dans le petit salon. Sa colère se lisait dans chacun de ses mouvements. Oma, nous ne laisserons pas passer ça. Nous allons chercher un avocat. Nous allons récupérer ta maison. La détermination dans sa voix me réchauffa le cœur, mais m'effraya aussi. Je ne voulais pas que ma petite fille se dispute avec sa mère à cause de moi. Non, mon trésor, je ne veux pas que tu aies des ennuis avec ta mère. Elle est tout ce que tu as. Non, c'est toi qui es tout ce que j'ai. Maman n'a jamais vraiment été là dans ma vie, toujours au travail, toujours occupée, toujours avec des excuses pour ne pas passer de temps avec moi. C'est toi qui m'as élevée, qui m'as consolée quand je pleurais, qui m'a aidée avec mes devoirs. Les larmes coulaient sur les joues de Lara tandis qu'elle parlait. La voir ainsi me déchirait le cœur. Quand papa est parti, maman m'a confiée à toi parce qu'elle ne savait pas comment s'occuper de moi seule. Pendant des années, tu as été ma vraie mère, pendant qu'elle reconstruisait sa vie. Et maintenant, elle te fait ça. Je me levai du canapé et enlaçai Lara. Sa douleur était aussi profonde que la mienne. Nous avions toutes 2 été abandonnées par Renata, mais chacune à sa manière. Ne t'inquiète pas, mon trésor. Tout ira bien. Nous sommes fortes, toi et moi. Lara se détacha de moi et me regarda avec une détermination qui me rappelait Rolf lorsqu'il prenait des décisions importantes. Oma, nous allons nous battre. Peu importe le prix ou le temps que ça prendra. Nous allons récupérer ce qui t'appartient. Cet après-midi-là, Lara m'emmena au centre-ville pour chercher de l'aide juridique. Nous entrâmes dans un cabinet d'avocats que j'avais repéré dans le journal. La réceptionniste nous fit attendre dans une petite pièce remplie de livres de droit, intimidantes par leur quantité. L'avocat qui nous reçut s'appelait Monsieur Bauer. C'était un homme d'âge moyen, au regard sérieux mais bienveillant. Il écouta mon histoire sans interruption, prenant des notes dans un carnet jaune. Madame Muller, malheureusement, des cas comme le vôtre sont plus fréquents qu'on ne le croit. Des enfants qui exploitent la confiance de leurs parents pour garder leurs biens. Ces mots me firent mal, car ils confirmaient que je n'étais pas la seule mère trahie par ses enfants. Peut-on faire quelque chose ? Demanda Lara, la voix pleine d'inquiétude. Tout dépend des conditions de ce transfert, répondit l'avocat. Si nous pouvons prouver qu'il y a eu fraude ou manipulation, nous pourrons contester l'acte. Mais je dois examiner tous les documents pour être certain. Je lui expliquai que je n'avais aucune copie,
car Renata avait gardé tous les papiers. L'avocat hocha la tête avec compréhension. Ne vous inquiétez pas, nous pourrons demander des copies au bureau du registre foncier. Nous aurons aussi besoin de témoins pour confirmer les circonstances de cette transaction. Nous quittâmes son cabinet, partagés entre espoir et inquiétude. Lara était enthousiaste à l'idée de pouvoir récupérer ma maison, mais moi, je restais prudente. Je connaissais Renata mieux que quiconque. Elle ne resterait pas les bras croisés. Cette nuit-là, tandis que Lara révisait pour ses examens, je restais éveillée sur le canapé, repensant à tout ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis des années, une lueur d'espoir se fit sentir dans ma poitrine. Je me levai et pris un crayon et du papier sur le bureau de Lara. Il me fallait coucher sur le papier ce que je ressentais. Je devais transformer en mots la douleur et la colère qui m'habitaient depuis si longtemps. Je mérite mieux, écrivis-je d'une main tremblante. Ces 4 mots me délivrèrent d'un fardeau dont je n'avais même pas conscience. Pendant des années, j'avais accepté les mauvais traitements de Renata, persuadée que je les méritais. Je croyais qu'en tant que mère, je devais tout supporter sans jamais me plaindre, mais c'était faux. Je méritais du respect, de l'affection, un endroit digne pour passer mes dernières années. Je continuais à écrire sur cette feuille. Je décrivais la douleur de la trahison, la solitude de se sentir abandonné par celle que l'on aimait le plus. Je parlais de la honte d'avoir été si naïve. Je laissais sortir la colère qui remplaçait peu à peu la tristesse. Je n'avais besoin de la permission de personne pour recommencer ma vie. Ces mots me surprirent moi-même. À 70 ans, il était encore possible de repartir de zéro. Je sentais que j'avais la force de reconstruire mon existence, pierre par pierre. Je regardais Lara dormir dans son lit, ses livres encore ouverts sur la table de chevet. Ma petite fille avait pris le risque de se confronter à sa mère pour me venir en aide. Elle m'avait ouvert sa maison sans hésitation, me montrant qu'il existait encore un amour véritable dans ma vie. Pour elle et pour moi, il fallait se battre. Je devais montrer à Renata que je n'étais pas la femme faible et manipulable qu'elle croyait. Je devais retrouver ma dignité, même si c'était la dernière chose que je ferais de ma vie. Je pliai la feuille et la rangeai dans ma poche. Ces mots deviendraient ma force pour les jours difficiles à venir. Ils me rappelaient que je valais plus que le mépris de ma propre fille. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange mais réconfortante. Lara partait tôt pour l'université et je restais seule dans l'appartement, m'habituant doucement à ma nouvelle réalité. Les matins étaient les plus durs, le temps pour penser, se souvenir, ressentir le poids de la trahison. Mais je découvrais aussi un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la liberté. Je n'avais plus à marcher sur la pointe des pieds pour ne pas déranger Renata. Je n'avais plus à subir ses remarques blessantes sur ma cuisine, mes vêtements, ma façon de parler. Je n'avais rien à faire comme si ces explosions ne m'atteignaient pas. Un mercredi matin, l'avocat Bauer m'appela pour m'informer qu'il avait reçu les copies de l'acte. Sa voix était préoccupée en me demandant de venir à son bureau au plus vite. « Madame Muller, il faut que je vous voie immédiatement. Il y a quelque chose d'important à vous montrer. » Lara fit l'impasse sur ses cours pour m'accompagner. En chemin, j'essayais de me préparer au pire, mais rien ne me préparait à ce que l'avocat allait révéler. Sa fille n'avait pas seulement transféré la maison à son nom. Elle avait aussi signé un document affirmant que je lui devais de l'argent pour des soins. Mes paiements de pension pour les 5 dernières années. Les mots de l'avocat me frappèrent comme un éclair. Lara pâlit et serra ma main. C'est impossible. Je n'ai jamais signé quelque chose comme ça. L'avocat me montra le document. Ma signature, ou quelque chose d'extrêmement similaire, figurait sur un papier stipulant que je devais de l'argent à Renata. Elle prétendait que je lui devais de l'argent pour les soins médicaux, la nourriture et le logement. C'est une fraude, murmura Lara, la voix tremblante. Grand-mère n'a jamais signé ça, ajouta-t-elle. Je sais, mais prouver que cette info sera compliqué et coûteux. Ta mère s'est très bien préparée à ça, expliqua l'avocat. Nous quittâmes le cabinet avec un sentiment de défaite. Renata avait tout planifié avec une froideur qui me glaçait le sang. Elle ne s'était pas contentée de me déposséder de ma maison. Elle avait inventé une dette pour justifier son acte. « Grand-mère, on ne peut pas abandonner, il faut continuer à se battre », dit Lara. Sa détermination me donna du courage, mais elle me fit aussi peur. Ma petite fille dépensait ses économies pour des avocats et sautait des cours pour m'aider. Je ne pouvais pas laisser sa vie s'effondrer à cause de moi. Cet après-midi-là, je décidai de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, rendre visite à mon ancienne voisine, Madame Fischer.
Nous étions amis depuis des décennies, mais après que Renata eut commencé à bouleverser ma vie, j'avais perdu presque tout contact avec mes amis. Madame Fischer habitait à quelques rues de mon ancien domicile. Lorsqu'elle ouvrit la porte et me vit, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Johanna, quelle belle surprise! Entre, entre ma chère, dit-elle. » Sa maison sentait la cannelle et les souvenirs chaleureux. Nous nous installâmes dans son salon pendant qu'elle préparait du café, comme nous l'avions fait des milliers de fois par le passé. « Madame Fischer, il faut que je vous raconte quelque chose, commençai-je. Je lui expliquai toute la situation. Elle m'écouta en silence, mais je voyais la colère grandir dans ses yeux. Cet enfant gâté, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui clochait en elle, la manière dont elle parlait à sa mère et à sa grand-mère quand elle pensait que personne n'écoutait, dit-elle. Ces paroles me frappèrent. Je pensais avoir pu cacher les mauvais traitements de Renata à tous. Tu savais ça, Johanna? Nous, les voisins, nous ne sommes pas aveugles. Nous avons vu comment elle te traitait, comment elle criait lorsque vous étendiez le linge, comment elle vous faisait culpabiliser pour tout, continua-t-elle. Je restai silencieuse, digérant le fait que mon humiliation avait été publique, sans que je le sache. Une fois, je vous l'ai vue retirer de la nourriture qu'elle avait préparée, parce qu'elle disait que c'était trop salé. C'était cruel, Johanna, vraiment cruel, ajouta-t-elle. Des larmes roulèrent sur mes joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, plutôt de soulagement. Enfin, quelqu'un avait remarqué ce que j'avais supporté en silence pendant des années. Madame Fischer, seriez-vous prête à témoigner de ce que vous avez vu? Demandai-je. Bien sûr. Et je ne suis pas la seule. Plusieurs voisins ont parlé des mauvais traitements. Nous étions tous inquiets pour toi, répondit-elle. Je quittai la maison de Madame Fischer avec un sentiment nouveau. Je n'étais pas seule. Il y avait des gens qui avaient remarqué ma souffrance et qui étaient prêts à m'aider. Cette nuit-là, j'appelai l'avocat Bauer pour lui parler des témoins potentiels. Sa voix semblait plus vive qu'à l'habitude lorsqu'il me dit que cela pourrait tout changer. Madame Müller, si nous pouvons démontrer un schéma de harcèlement psychologique, nous pourrions argumenter que la transmission a été faite sous contrainte, expliqua-t-il. Pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir me réchauffa le cœur. Ce soir-là, Lara arriva avec un sac de nourriture chinoise et un sourire qui tentait de cacher son inquiétude. « Grand-mère, j'ai des nouvelles, dit-elle. J'ai parlé avec mes camarades de droit, et ils m'ont dit qu'il existe des associations qui aident les personnes âgées victimes de violences familiales. » Nous dînâmes en silence, chacune perdue dans ses pensées. Lara étudiait pendant que j'écrivais dans mon carnet improvisé. Les mots coulaient de mon crayon comme s'ils attendaient depuis des années de sortir. « Le jour viendra où vous ne me sous-estimerez plus, écrivis-je, soulignant cette phrase plusieurs fois. C'était une promesse à moi-même, une déclaration de guerre contre la résignation qui avait gouverné ma vie si longtemps. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre de l'appartement. De là, je pouvais voir les lumières de la ville. Des milliers de personnes vivaient leur vie, menaient leurs propres combats. J'étais juste une parmi tant d'autres, mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas invisible. Lara s'approcha et se plaça à mes côtés. « Grand-mère, à quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Je pense à ton grand-père Rolf, fier de toi, de la façon dont tu me défends alors que ta propre mère m'a abandonnée, répondis-je. » Lara me serra dans ses bras, et son étreinte sentait la jeunesse et la détermination. « Il serait aussi fier de toi, grand-mère, que tu ne renonces pas, que tu continues à te battre, murmura-t-elle. Cette nuit-là, je dormis mieux que les jours précédents. Je rêvais de Rolf, des premières années de notre mariage, pauvre mais heureux. Je rêvais de Renata enfant, avant que la vie ne la rende si dure. Je rêvais d'une version de moi-même que je n'avais jamais connue, une femme forte qui ne se laisse écraser par personne. Au réveil, je sentis que quelque chose en moi avait changé. La victime silencieuse mourait peu à peu, remplacée par une femme déterminée à reprendre sa dignité, quel qu'en soit le prix. Je pris mon carnet et écrivis une dernière phrase avant de me lever. Je ne suis pas venu pour me venger. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Ces mots résonnaient encore dans ma tête pendant que je préparais le café du matin. Je ne voulais pas blesser Renata. Je voulais simplement retrouver ma place dans ce monde, mon droit à être traité avec respect. Ma maison, construite avec la sueur de Rolf et la mienne. Le combat ne faisait que commencer, mais pour la première fois, j'avais le sentiment d'avoir une chance de gagner. Vendredi matin, Lara et moi nous rendîmes au service de défense des personnes âgées, recommandé par l'université.
C'était un lieu modeste, mais rempli d'affiches informatives sur les droits et la protection juridique. La travailleuse sociale qui nous accueillit s'appelait Madame Weber, une femme d'une 50aine d'années, au regard à la fois compatissant et ferme. Madame Müller, votre cas n'est pas unique. Nous recevons presque chaque jour des plaintes similaires. L'abus économique des personnes âgées par leur famille est plus fréquent qu'on ne le croit, expliqua-t-elle. Ces paroles me rassurèrent, car elles confirmaient que je n'étais pas folle, que ce qui m'était arrivé avait un nom. Abus familial. L'important maintenant était de tout documenter. Chaque maltraitance, chaque humiliation, chaque moment où votre fille vous a rabaissé. Tout cela servira à construire notre dossier. Madame Weber me donna des formulaires à remplir, des questions sur ma relation avec Renata, sur les incidents de maltraitance, sur ma situation financière avant et après la transmission. Pendant que je remplissais les papiers, les souvenirs déferlaient comme une avalanche douloureuse dans ma tête. Je me rappelais la fois où Renata m'avait crié dessus devant Lara parce que le riz était brûlé. Je me rappelais quand elle m'avait interdit d'utiliser son fouet à pâtisserie, disant que je le salissais. Je me rappelais les nuits où je pleurais en silence après ses colères. « Grand-mère, ça va ?» demanda Lara, remarquant que mes mains tremblaient en écrivant. « Oui, mon trésor, je me souviens juste de choses que je préférerais oublier, » répondis-je. Madame Weber vérifia mes réponses avec un air sérieux. De temps à autre, elle hochait la tête ou prenait des notes dans la marge. « Madame Müller, avec ces informations et les témoignages des voisins que vous avez mentionnés, nous pouvons engager une procédure judiciaire. Je ne vous mentirai pas. Ce sera difficile et long, mais vous avez de réelles chances de récupérer au moins une partie de ces biens. » Nous quittâmes le bureau avec un mélange d'espoir et d'épuisement émotionnel. Lara me prit le bras en chemin vers l'arrêt de bus. « Grand-mère, je suis très fière de toi. Je sais que c'est difficile, mais tu es très courageuse, dit-elle. » Ces mots m'apportèrent une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ma petite fille me voyait comme une femme courageuse, et non plus comme la victime pitoyable que j'étais devenue. L'après-midi, pendant que Lara était à l'université, je décidai de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, me promener dans le parc où j'avais souvent emmené Renata enfant. Je devais me retrouver la femme que j'avais été avant que les abus ne me rabaissent ainsi. Le parc était animé de jeunes mères avec leurs enfants. Les balançoires grinçaient comme toujours. Les enfants criaient de joie en courant entre les arbres. Tout était pareil, mais moi, j'avais changé. Je m'assis sur le même banc où j'avais passé ma première nuit après que Renata m'eut chassée. Des années semblaient s'être écoulées depuis cette nuit, alors que ce n'était à peine que 2 semaines. Pendant ce temps, j'avais découvert une force en moi dont j'ignorais l'existence. Une femme s'assit à côté de moi. Elle devait avoir environ 60 ans et portait une robe fleurie qui me rappelait ma jeunesse. « Excusez-moi, vous n'êtes pas Johanna Müller ?» demanda-t-elle. Je la regardai, surprise. Je ne la reconnus pas tout de suite. « Oui, c'est bien moi », répondis-je. « Je suis Suzanne Meyer. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé avec vous dans la manufacture de textiles. Je me souviens quand vous êtes devenue veuve et que vous faisiez des doubles journées pour élever votre fille. » Les souvenirs de l'usine affluèrent dans mon esprit comme un torrent impétueux. Ces années dures, mais pleines de sens, où chaque journée de travail rapprochait Renata d'un avenir meilleur. « Suzanne, quel plaisir de te revoir après toutes ces années, » dis-je. « Johanna, je vous ai toujours beaucoup admirée. Vous étiez un modèle pour nous toutes, une femme qui n'abandonnait jamais, qui trouvait toujours un moyen d'avancer, » répondit-elle. Ces paroles m'atteignirent comme un rayon de lumière dans l'obscurité. J'avais oublié qui j'étais avant que Renata ne me fasse sentir inutile et invisible. « Comment va votre fille ?» demanda-t-elle. Je me souvenais que c'était une enfant très intelligente. La question me fit mal, mais je choisis d'être honnête. Renata m'a chassée de la maison après que je lui ai transféré l'acte de propriété. Aujourd'hui, je vis chez ma petite fille. Suzanne me regarda, choquée et compatissante. « Cela ne peut pas être vrai, après tout ce que vous avez sacrifié pour cet enfant, » dit-elle. « C'est la vie, Suzanne. Parfois, les enfants ne réalisent pas ce qu'on fait pour eux, » répondis-je. « Ne dites pas ça, Johanna. Vous avez été une mère exemplaire. Si votre fille ne comprend pas, ce n'est pas votre problème, c'est le sien. » Nous parlâmes pendant 1 heure des anciens temps, des collègues que nous avions connus, de la force que nous tirions du fait que nous travaillions pour nos enfants. Quand Suzanne partit, elle me serra fort dans ses bras. « Johanna, vous êtes toujours la femme forte que j'ai connue à l'usine.
Ne laissez personne vous faire croire le contraire. De retour chez Lara, je me sentis transformée. Cette rencontre m'avait rappelé qui j'étais vraiment. Je n'étais pas la femme faible et manipulable que Renata avait cru pouvoir me peindre. J'étais une battante, ayant survécu au veuvage, à la pauvreté et à des années de travail acharné. Ce soir-là, Lara arriva avec des nouvelles enthousiasmantes. « Grand-mère, j'ai parlé au professeur de droit civil, et il m'a dit que des affaires comme la vôtre avaient été gagnées devant les tribunaux. La clé est de prouver le schéma de maltraitance psychologique. » Nous dînâmes en silence, tandis que Lara m'expliquait les détails juridiques qu'elle avait appris. Son enthousiasme était contagieux et me donna la force de continuer. « Lara, je dois te dire quelque chose. Je ne veux pas que tu sacrifies ta carrière pour moi. Si cela devient trop coûteux ou compliqué, nous arrêterons, dis-je. » Lara posa ses baguettes sur la table et me regarda sérieusement. « Grand-mère, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour toutes les femmes âgées qui subissent la violence familiale. C'est pour la justice. C'est pour montrer que les enfants ne peuvent pas traiter leurs parents comme des objets. » Ces paroles me remplirent de fierté. Lara ne se battait pas seulement pour moi, elle se battait pour un principe. Elle défendait la dignité de toutes les mères abandonnées. Cette nuit-là, j'écrivis dans mon carnet avec une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. Les mots jaillissaient comme une source longtemps étouffée. J'écrivis sur la femme que j'avais été à l'usine, me levant à 5 heures du matin pour travailler pendant des heures d'affilée. J'écrivis sur les nuits où, fatiguée, je cousais les uniformes scolaires de Renata. J'écrivis sur la satisfaction de voir ma fille obtenir son diplôme universitaire. J'écrivis sur la mère qui méritait respect et non mépris, sur la femme qui avait construit une maison avec sa sueur et qui avait le droit d'y vivre avec dignité. À la fin de la page, je notai une phrase qui résumait tout ce que je ressentais. Je suis Johanna Müller. J'ai 70 ans et je vaux bien plus que le mépris de ma fille. Ces mots s'ancrèrent en moi comme un tatouage invisible sur le cœur. Ils représentaient ma déclaration d'indépendance émotionnelle, mon cri de rébellion contre des années de soumission. Lara s'approcha et lut par-dessus mon épaule ce que j'avais écrit. « Grand-mère, c'est magnifique. Tu devrais l'envoyer à maman ? » « Non, mon trésor, je ne l'ai pas écrit pour elle. Je l'ai écrit pour moi, pour me rappeler qui je suis quand tout semble perdu. » Lara me serra dans ses bras et, dans cette étreinte, je ressentis tout l'amour que Renata m'avait refusé. Ma petite fille me voyait telle que je voulais être vue, une femme digne d'amour et de respect. Le lundi suivant, nous allions officiellement entamer le procès, mais cette nuit-là, je me sentais déjà victorieuse. J'avais retrouvé quelque chose de plus précieux qu'une maison. J'avais retrouvé mon estime de moi. Le lundi arriva avec une pluie fine qui embua les fenêtres de l'appartement. Je me levai tôt, avant Lara, et préparai le café tout en organisant mentalement tout ce que je devais faire. C'était le jour où nous commencions officiellement la procédure contre Renata. Je m'habillai avec soin. Un costume bleu marine que j'avais acheté des années auparavant pour la cérémonie de remise du diplôme de Lara. Je voulais paraître digne, présentable, comme la femme respectable que j'avais toujours été avant que ma propre fille ne me réduise à la rue. Lara prit son petit déjeuner en silence à mes côtés. Nous savions toutes les deux que c'était un jour important, un jour qui pouvait changer le cours de ma vie pour toujours. Grand-mère, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux que tu saches que je suis fière de toi. Ces mots me donnèrent la force nécessaire pour affronter ce qui allait suivre. Nous arrivâmes au tribunal à 9 heures précises. Maître Bauer nous attendait sur les marches, un dossier rempli de documents sous le bras. Son expression était sérieuse, mais pleine de confiance. « Madame Müller, aujourd'hui nous déposons officiellement la plainte. Votre fille sera informée et devra répondre à nos accusations, dit-il. Nous pénétrâmes dans l'imposant bâtiment, rempli de couloirs froids et de bureaux où se décidaient les destins des gens. Je me sentais minuscule dans ces allées, mais Lara me prit le bras et me rappela que je n'étais pas seule. Dans le bureau du greffier, l'avocat remit tous les papiers. Le fonctionnaire les examina d'un air ennuyé, comme s'il s'agissait d'une simple routine. Pour lui, ce n'était qu'une affaire de plus, mais pour moi, c'était toute ma vie qui était en jeu. La défenderesse dispose de 15 jours pour répondre, annonça le secrétaire en tamponnant les documents. Nous quittâmes le tribunal avec le sentiment d'avoir accompli notre devoir. Nous avions franchi le premier pas officiel pour récupérer ma dignité et mon héritage. Maintenant, il faut attendre, dit Maître Bauer. Entre-temps, nous continuerons à rassembler témoignages et preuves. Cet après-midi-là, nous rendîmes visite à Madame Fischer afin qu'elle signe sa déposition.
Ma vieille voisine nous accueillit avec un plateau de biscuits faits maison et toute la volonté du monde pour nous aider. Johanna, j'ai réfléchi à tout ce que vous m'avez raconté. Il y a encore des choses dont je me souviens, des choses qui me semblaient étranges à l'époque, mais qui prennent maintenant tout leur sens, dit-elle. Madame Fischer raconta à l'avocat les fois où elle avait vu Renata ouvrir mon courrier sans autorisation, contrôler mes dépenses et me réprimander pour avoir acheté des choses pour moi-même. Comment elle m'avait isolée de mes amis avec des excuses inventées. C'était un harcèlement psychologique systématique, conclut l'avocat après avoir entendu tous les témoignages. Votre fille l'a préparé à ce moment précis depuis des années. Ces mots glacèrent mon sang. Penser que Renata avait planifié ma humiliation si longtemps était plus douloureux que la trahison elle-même. Nous rentrâmes à l'appartement au coucher du soleil. Lara devait réviser pour un examen important et moi, je devais digérer tout ce qui s'était passé dans la journée. Je m'assis sur le canapé avec mon carnet et tentais d'écrire sur mes sentiments, mais les mots ne venaient pas. C'était comme si ma tête était saturée d'émotions contradictoires. Le téléphone de l'appartement sonna vers 9h. Lara décrocha et son visage changea instantanément. « C'est maman », murmura-t-elle en couvrant le combiné. Mon cœur se mit à battre si fort que j'eus l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. C'était la première fois que Renata me contactait depuis qu'elle m'avait chassée de la maison. Lara me tendit le téléphone et je le pris avec des mains tremblantes. « Renata, maman. » Sa voix était froide comme toujours, mais le ton était différent. « J'ai reçu un avis du tribunal. »« Tu me poursuis ?» La question me frappa comme une gifle. Elle ne demanda même pas comment j'allais ou où je vivais. Tout ce qui l'intéressait, c'était la plainte. « Oui, Renata, je me bats pour récupérer ma maison. »« Ta maison. » Elle rit d'un rire amer qui me transperça comme un couteau. « Cette maison m'appartient. Tu me l'as donnée parce que tu savais que c'était la bonne chose à faire. Je te l'ai donnée parce que tu disais que ce n'était qu'un papier, parce que tu m'avais promis que je pourrais y vivre jusqu'à ma mort. Je n'ai pas à tenir des promesses faites à une femme manipulatrice qui tente de contrôler ma vie par le chantage émotionnel. » Ces paroles me firent mal, mais cette fois je ne m'effondrai pas. Cette fois, je ressentis de la colère plutôt que de la tristesse. « Renata, je ne t'ai jamais manipulée. Je t'ai aimée comme chaque mère aime sa fille. J'ai travaillé jour et nuit pour te donner tout ce dont tu avais besoin. Exact. Tu m'as étouffée avec ton amour. Tu ne m'as jamais laissé vivre ma propre vie. Je devais toujours être la fille parfaite, celle qui justifie tes sacrifices. » Pour la première fois, je compris d'où venait la rancune de Renata. Elle voyait mon amour comme un fardeau, mes sacrifices comme une dette qu'elle n'avait pas demandé à contracter. « Renata, si tu t'es sentie étouffée, tu aurais pu me le dire. Nous aurions pu en parler en adulte. »« Parler ? Tu n'as jamais écouté. Tu ne savais que donner des leçons sur le sacrifice et l'amour maternel. » Lara frappa fort. Son visage était rouge de colère. « Maman, comment peux-tu être si cruelle ? Oma t'a tout donné et tu l'as jeté comme une ordure. » Je pouvais entendre la voix de Renata crier dans le combiné, mais Lara raccrocha avant qu'elle ne puisse finir. « Oma, ne l'écoute pas. Elle essaie de justifier l'injustifiable. » Je restais assise sur le canapé, à digérer la conversation. Pour la première fois, je compris le point de vue de Renata, même si je ne le justifiais pas. Elle s'était sentie étouffée par mon amour, écrasée par mes attentes, mais cela ne lui donnait pas le droit de me traiter comme elle l'avait fait. Cela ne justifiait pas de me jeter hors de ma maison comme un chien malade. Cette nuit-là, j'écrivis dans mon carnet avec une clarté douloureuse. Peut-être que j'étais une mère imparfaite. Peut-être que mes sacrifices lui semblaient des chaînes, mais je n'avais jamais mérité d'être traitée avec une telle cruauté. Lara s'assit à côté de moi et lut ce que j'avais écrit. « Oma, tu n'étais pas une mère imparfaite. Tu étais une mère humaine, qui faisait de son mieux avec les moyens dont elle disposait. » Ces mots me réconfortèrent, mais je savais que l'appel de Renata n'était que le début. Le procès ne faisait que commencer et ma fille ne céderait pas facilement. Cette nuit-là, je m'endormis avec un mélange de peur et de détermination. Demain serait un autre jour de combat, mais je n'étais plus la femme brisée qui avait quitté sa maison 2 semaines auparavant. J'étais une femme qui avait décidé de se battre pour sa dignité, peu importe le coût émotionnel. Les mois suivants furent un tourbillon d'audiences, de témoignages et de nuits blanches. Renata engagea un avocat agressif, qui tenta de me présenter comme une mère toxique, ayant manipulé sa fille pendant des années. Chaque audience était une torture émotionnelle, où toute ma vie était disséquée et jugée, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus la femme silencieuse qui subissait les humiliations sans se défendre.
Chaque fois que l'avocat de Renata tentait de m'intimider, je répondais avec une vérité claire et directe. Lara était toujours à mes côtés et sa présence me donnait de la force. Frau Fischer n'était pas la seule voisine à témoigner en ma faveur. Frau Schmidt, Hermère du coin et même Suzanne Meyer vinrent au tribunal raconter ce qu'ils avaient vu pendant des années. Leurs témoignages dressaient un tableau clair de la maltraitance psychologique que j'avais subie. Le moment le plus difficile arriva lorsque Renata monta à la barre pour se défendre. Elle était, comme toujours, élégante, dans un costume noir qui la faisait paraître professionnelle et digne de confiance. Elle parla d'une voix ferme de la mère contrôlante que j'étais, qui ne l'avait jamais laissée prendre ses propres décisions. Ma mère m'a toujours fait sentir coupable de vivre ma vie. Chaque ami que j'avais, chaque travail que j'obtenais, chaque décision que je prenais devait être approuvée par elle. Lorsque je divorçais, elle me faisait sentir comme une ratée. Ces paroles me faisaient mal, car elles contenaient une part de vérité. Peut-être étais-je trop protectrice, trop impliquée dans sa vie, mais cela ne justifiait pas la cruauté avec laquelle elle m'avait traitée. Lorsque ce fut mon tour de parler, je me levai, les jambes tremblantes, mais l'esprit clair. Pour la première fois depuis des mois, je regardai Renata dans les yeux. C'est vrai. J'étais une mère imparfaite. Peut-être que j'ai fait des erreurs en essayant de te protéger trop, mais je n'ai jamais mérité d'être chassée de ma propre maison comme un déchet. Je n'ai jamais mérité que tu me prennes tout ce que j'avais construit en 70 ans de vie. Ma voix se brisa alors que je continuais. Renata, si tu t'étais sentie étouffée par mon amour, tu aurais pu me le dire. Nous aurions pu trouver un moyen de réparer notre relation. Mais tu as choisi le chemin le plus cruel. Tu m'as dépouillée de tout et laissé sans rien. Renata évita mon regard pendant toute ma déclaration. Quand j'eus fini, je vis des larmes dans les yeux de certaines personnes dans la salle d'audience, mais les yeux de ma fille restèrent secs comme de la pierre. Le juge mit 3 semaines à rendre sa décision. Ce furent les 3 semaines les plus longues de ma vie. Lara et moi restions à la maison, tentant de maintenir une apparence de normalité, alors que nos nerfs étaient à vif. Le jour du jugement, nous arrivâmes au tribunal le cœur battant. L'avocat Bauer nous attendait avec une expression que je ne pouvais interpréter. Le juge lut sa décision d'une voix monotone. Il avait constaté qu'un véritable schéma de maltraitance psychologique avait existé, et que la transmission de la maison avait été effectuée sous contrainte émotionnelle. Mais comme les papiers étaient légalement en ordre, il ne pouvait pas annuler entièrement la transaction. La solution qu'il proposa fut de partager le patrimoine. Renata garderait la maison, mais elle devrait me verser une compensation financière équivalente à 50% de la valeur du bien immobilier. De plus, elle devrait payer tous les frais de procédure. Ce n'était pas la victoire totale que j'avais espérée, mais ce n'était pas non plus une défaite. J'avais suffisamment d'argent pour acheter un petit appartement et passer le reste de mes jours avec dignité. Renata quitta le tribunal sans me jeter un seul regard. Son avocat parla avec le nôtre pour régler les détails du paiement. Lara me serra fort dans ses bras, les larmes coulant sur nos joues. Tu y es arrivée, Oma. Tu lui as montré qu'elle ne pouvait pas te briser. 3 mois plus tard, j'emménageai dans un appartement de 2 pièces, dans un quartier tranquille. Il était petit, mais lumineux, avec une cuisine où je pouvais préparer mes repas sans être critiquée, et un toit terrasse où je plantais tomates et fleurs. Lara pouvait me rendre visite chaque week-end. Nous cuisinions ensemble, parlions de ses études et de ses projets d'avenir. Nous ne mentionnions jamais Renata. Sauf si c'était elle qui le faisait en premier. Un jour, Lara arriva avec une nouvelle inattendue. Oma, maman veut te voir. Elle dit qu'elle veut s'excuser. La nouvelle me surprit. Après presque 1 an sans nouvelles de Renata, elle voulait soudain se réconcilier. Que penses-tu, Lara? Je crois que tu devrais l'écouter, mais seulement si tu en as envie. Tu n'es pas obligé de lui pardonner. Je décidai donc de rencontrer Renata dans un café neutre, loin des souvenirs douloureux de mon ancienne maison. Je suis arrivée à l'heure et l'ai trouvée assise à la table du fond, m'attendant. Elle paraissait plus mince, avec des cernes révélant des nuits blanches. « Maman », dit-elle quand je me plaçai en face d'elle. « Merci d'être venue. Que veux-tu, Renata ? Je veux te demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je sais que je t'ai blessée de manière horrible. » Ces paroles semblaient sincères, mais mon cœur était devenu prudent. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après tout ce temps ? Renata inspira profondément avant de répondre. Parce que Lara ne me parle plus depuis des mois.
parce que j'ai réalisé que j'avais perdu les 2 femmes les plus importantes de ma vie, à cause de mon égoïsme et de ma cruauté. Elle parla pendant 1 heure de sa psychothérapie, de la manière dont elle avait compris que sa rancune envers moi venait de souvenirs d'enfance profondément enfouis, de la colère qu'elle avait ressentie après la mort de son père et qu'elle avait dirigée contre moi. Je n'attends pas que tu me pardonnes, maman. J'espère seulement que tu comprends que je suis vraiment désolée. Je l'écoutais en silence. Une part de moi voulait la prendre dans mes bras et lui dire que tout était pardonné. Mais l'autre part, celle qui avait appris à se respecter, savait que le pardon prendrait du temps. Renata, j'apprécie que tu sois venue pour t'excuser, mais il faudra du temps. Beaucoup de temps. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. J'ai détruit notre relation et je sais que la reconstruction sera un long processus. Nous nous séparâmes avec une étreinte maladroite, mais sincère. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un début. Cette nuit-là, dans mon nouvel appartement, j'écrivis dans mon carnet le dernier chapitre de cette phase de ma vie. Car au final, ce ne sont ni la maison ni l'argent qui définissent une personne. C'est sa capacité à se relever, encore et encore. Je m'assis sur mon petit balcon, regardant les lumières de la ville en buvant une tasse de thé. À 71 ans, j'avais appris que le véritable amour n'est pas quémandé, mais donné librement, que la dignité n'est pas négociable, et qu'une femme peut recommencer autant de fois qu'il le faut. Ce soir-là, Lara arriva avec des pizzas et des films. Nous nous assîmes sur mon nouveau canapé, dans mon nouveau salon, dans ma nouvelle vie. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentis complètement en paix. Et ainsi se termine une autre histoire de vie avec moi. Qu'est-ce que cela a éveillé en toi? Que aurais-tu fait si cela t'était arrivé? Écris-le-moi en commentaire. Si cette histoire t'a touché, mets un pouce en l'air et abonne-toi à ma chaîne. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux m'envoyer un super. Cela m'aide énormément à continuer à raconter ces histoires avec amour. Sur ton écran, tu peux maintenant voir 2 autres histoires de vie, qui touchent le cœur et invitent à la réflexion. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui.